Coucou tout le monde, c'est Clemenco. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui aura encore pour thème la Star Academy. Et oui, je vous ai déjà fait la review du premier épisode de la toute nouvelle saison de Star Academy 2023, la saison 11 officiellement, parce qu'il y a eu 36 saisons un peu partout, on en a déjà parlé. Mais en tout cas, voilà, je fais une petite vidéo encore sur la Star Academy. Je vous avais dit que je vous parlais d'autres sujets que Koh Lanta. Effectivement, je me diversifie. Et là, on va parler de la toute première saison de la Star Academy. J'avais 12-13 ans à l'époque, comme le lancement de Koh Lanta, c'est la même année qu'ils sont sortis. Et effectivement, j'ai mené ma petite enquête, j'ai fait mon Sherlock Holmes des bacs à sable. Et j'ai un peu cherché dans la vie de tous les candidats de cette première édition, que sont-ils devenus? Parce qu'on sait un petit peu ce qui est devenu Jennifer ou même Olivia Ruse, parce qu'elles ont eu une vraie carrière. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont continué dans la musique? Est-ce qu'ils ont insisté? Est-ce qu'ils ont eu d'autres projets? Est-ce qu'ils ont fait autre chose dans leur vie? Est-ce que je les ai retrouvés sur les réseaux sociaux? En tout cas, voilà, j'ai mené ma petite enquête, j'ai fait mon petit NCIS, les experts à Bordeaux. En tout cas, je me suis lâché et j'ai cherché dans tous les sens. Bon, il y a certains candidats, j'ai pas trouvé grand-chose. Si vous pouvez compléter mes enquêtes dans les commentaires, on n'hésite pas, mais en tout cas, j'ai fait le maximum pour trouver un max d'infos sur les candidats de cette première édition qui a marqué quand même l'histoire de la télévision et toute une génération de jeunes gens qui aimaient la musique et la télé-réalité. En tout cas, avant de vous révéler un petit peu le parcours de chaque candidat de la Star Academy saison 1 en 2001, je voulais vraiment vous remercier. Et effectivement, après le crash boursier que j'ai vécu avec Clemenco est né et vous êtes toujours là. J'espère qu'on sera de plus en plus et j'espère qu'on sera autant qu'on était avec Clemenco. Mais en tout cas, merci. Sans vous, je suis rien. Vous le savez, votre soutien est très important pour moi. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. Effectivement, il y a des petits posts parfois, donc on n'hésite pas à regarder. Voilà, être curieux un petit peu. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur Instagram, Clemenco. N'hésite pas à me follow. Et donc, c'est parti. On va voir ce que sont devenus les candidats de la Star Academy saison 1 en 2001. Une nouvelle fois, avant de vous révéler ce que sont devenus les candidats de cette saison, je voulais donc un petit peu parler de la saison, ce que j'en ai pensé, etc. Et c'est vrai qu'en 2001, voilà, moi j'avais 12-13 ans comme je vous l'ai déjà dit, et la télé-réalité débarque en France. On a Love Story, on a Koh Lanta, on a Popstar, et en quatrième en 2001, la quatrième télé-réalité, c'est Star Academy qui arrive en octobre 2001. Alors, petite parenthèse, si vous entendez une grosse respiration, c'est mon chien, il est au pied de la caméra et il ronfle. Voilà, il ne veut pas me quitter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, en tout cas, cette première saison, moi j'avoue que j'ai pas été à fond dedans. Love Story à fond, Koh Lanta à fond, Popstar j'ai vu tous les épisodes. Et Star Academy j'étais moins à fond. Je sais pas pourquoi, je ne me suis pas plongé dedans. Alors la Star Academy 2 j'étais à fond total. Mais effectivement, voilà, la 1 j'étais pas totalement à fond. Mais quand même, je suivais, je savais les noms des candidats, je savais qui c'est qui restait, qui c'est qui était éliminé, etc. Je me renseignais auprès de mes camarades quand j'étais au collège, enfin bref. Je suivais de loin, mais je suivais quand même. Donc en tout cas, j'avais quand même mes chouchous et ceux que j'aimais le moins. Et c'est vrai que c'est une saison qui m'a pas énormément marqué, mais on en a tellement bouffé à l'époque. Je sais pas si vous vous rendez compte, pour ceux qui n'ont pas vécu le phénomène Star Academy 1, c'était un raz-de-marée, surtout que c'était 1 ou 2 mois avant Noël, donc l'album avait cartonné, le single, la musique passait partout. Enfin bref, tout ça pour dire que c'était la grosse excitation, donc c'était normal qu'on n'arrive pas à échapper à ce phénomène. Donc j'ai quand même un peu suivi, mais j'étais pas ultra hystérique de tous les candidats, j'avais mes chouchous quand même. C'est surtout la Star Academy 2 qui m'a fait rentrer dans l'univers de cette émission. Tout ça pour dire que la Star Academy est quand même une émission qui a marqué la télévision, et la saison 1 a été un réel raz-de-marée. Donc c'est parti, on va découvrir ce que sont devenus les candidats. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je ne vais mettre aucune image, aucune photo des candidats, etc. parce que j'ai eu des petits problèmes avec les droits d'auteur sur mon ancienne chaîne. Donc je ne veux plus de problème. Je ne veux plus de problème, c'est clair. Donc effectivement, il n'y aura pas de photo. Donc quand je vous parle d'un candidat et que vous voulez savoir à quoi il ressemble, n'hésitez pas à aller chercher sur Google. Désolé, je ne peux pas faire le travail à votre place. Avant je le faisais, c'était un réel plaisir de le faire, mais là vous le savez, droit d'auteur oblige. Je ne veux plus m'attirer des foudres d'aucune production. Donc on commence par la première candidate, je disais, Catherine. Effectivement, pour vous rappeler, dans la première semaine, ce n'est pas les professeurs qui ont nominé les candidats, mais les candidats entre eux, en mode Love Story. Donc j'avais pas trop compris, puisque le concept c'était que le meilleur chanteur aille jusqu'au bout, et là ils avaient nominé des candidats assez forts, comme Karine ou Jalil. Et heureusement, ces deux-là ont été sauvés, Karine par public et Jalil par les copains. Et donc on avait 2 éliminés, c'est-à-dire
Catherine et Khalifa, qui n'avaient pas un niveau incroyable, on va pas se mentir. Je trouve que Catherine ça allait, Khalifa c'était pas la folie, mais en tout cas Catherine est quand même celle qui a eu le moins de pourcentage au niveau des votes, donc c'est la première éliminée officiellement. Et donc oui, je regarde pas mal mon ordi, parce que j'ai mes petites notes, mes petites sources, hein, quand même, je ne connais pas tout par cœur. Et donc Catherine, effectivement, à la sortie de la Star Academy, mais ça n'a pas été folichon pour elle. Elle n'a pas eu une grande carrière, on va pas se mentir, c'est un peu dommage, parce qu'elle avait quand même une forte personnalité. C'est vrai que dans le château, elle s'était embrouillée en 3 secondes avec Jean-Pascal pour une histoire de lit, me semble, si ma mémoire ne me joue pas des tours. Mais c'est vrai que bon, en peu de temps, elle avait quand même marqué. Après la Star Academy, elle a fait quelques galas, quelques concerts, donc rien de foufou. Rapidement, elle a rencontré la maison de disques Musicanon, que je ne connaissais pas avant mes recherches, très bien. Elle a un projet qui est né, un album qui s'appelle Du rêve à la réalité, sous le nom de Lady Bird. Souvent, elle est même créditée Catherine Lady Bird. Mais voilà, rien de concluant, on sait pas trop si le projet est allé jusqu'au bout, parce que je n'ai pas trouvé l'album. J'ai trouvé une chanson sur son MySpace, alors je savais pas que les MySpace étaient encore disponibles. Je sais que les Skyblogs ont été supprimés. Est-ce que j'ai sauvegardé les miens? Bien sûr que oui, parce que vous en doutez, j'en avais énormément, parce que je suis taré. Mais en tout cas, elle avait un MySpace, et en plus, quand je suis allé sur ce MySpace, qui était assez vide, il y avait une chanson à lire, j'ai appuyé sur Play, mais ça ne marchait pas. Donc écoutez, je vous mettrai quand même dans la description son MySpace, enfin j'espère. Parce que je dis que je vais mettre tout dans la description, mais est-ce que je vais réussir, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, son MySpace pas très rempli, un peu vide, et on peut même pas lire la chanson. Donc malheureusement, je n'ai pas pu entendre la douce voix de Catherine Lady Bird. Rien à dire de plus de cette pauvre Catherine, elle est partie beaucoup trop tôt, même si ce genre d'émission, vu que c'était la première saison, il y a eu des audiences de ouf, elle aurait pu percer. Hein, on se souvient d'une candidate de la saison 6 qui s'appelle Judith, qui a été éliminée assez rapidement, pas première, mais genre dans les 7-8 premiers, alors qu'ils étaient au moins 20. Et elle a eu une petite carrière, donc elle aurait pu, mais non. Donc voilà, c'est un peu triste pour Catherine, parce que moi personnellement j'aimais bien ce caractère de feu, mais c'est comme ça. Désolé Catherine Lady Bird, petit ange parti trop tôt. Ensuite on a Khalifa qui a été éliminé donc le même soir que Catherine. Il avait un peu plus de pourcentage, mais bon, il a quand même été viré aussi. Et c'est vrai que bon, un candidat de malade, il n'avait pas une personnalité de ouf et il chantait pas très bien, on va pas se mentir. Mais bon, il était quand même plutôt sympathique, moi j'avoue que je l'appréciais aussi. J'ai trouvé ça un peu dégueulasse qu'il se fasse nominer par ses camarades, mais c'était la règle de la première semaine. Surtout que, je fais une parenthèse, mais à la base, ils étaient au moins 50 sur le plateau, ils en ont sélectionné une trentaine et après plus que 16. C'était horrible. Genre tu vas sur le plateau, t'es presque sûr de rester, d'aller dans le château, en fait non. Ok. Donc pas très cool. Et en plus à l'arrivée du château, apparemment quand ils étaient 16, il y en a un qui sautait direct. Mais horrible. Même Florent Pagny qui était le parrain, il avait dit mais c'est horrible, genre bienvenue, bon toi tu dégages. Ok. Et puis finalement il a dit bon c'est un peu trash, on va faire venir des 16 et puis il y en a 2 qui sortent la semaine suivante. C'était Catherine et Khalifa. Mais voilà, j'aimais bien Khalifa, je le trouvais plutôt cool et j'ai trouvé ça horrible qu'il soit nominé par ses petits camarades, même si je pense que si les profs avaient voté, Khalifa aurait été dans les petits papiers, je pense. Mais en tout cas, il est sorti en même temps que Catherine. Pareil que Catherine, ça n'a pas été très brillant sa carrière, il a fait quelques défilés, bon. Il avait le physique pour, donc pourquoi pas. Mais c'est surtout dans l'associatif qu'on a entendu parler de lui, effectivement. Il a travaillé pour l'association Chaîne et Baobab Solidarité. Alors, c'est une association de solidarité internationale qui a été créée en 1994 et qui est spécialisée dans l'aide du développement du Sénégal. Donc, plutôt cool. Son rôle, en gros, elle est responsable du Centre international d'accueil et de formation de Nunkok, si je me trompe pas, si je dis pas n'importe quoi, hein, si je le prononce pas mal. Elle est également responsable de la formation informatique des élus et des agents de collectivités locales. Bon, j'ai un peu cherché l'historique de cette association. J'ai pas l'impression qu'elle soit encore alive. J'ai pas l'impression qu'elle soit encore debout, cette association. Mais bon, en tout cas, Khalifa n'a pas spécialement essayé de percer dans la musique. Il a fait un peu de défilé, un peu d'associatif. C'est plutôt sympa de sa part. Mais rien de transcendant pour le pauvre petit Khalifa. Ensuite, le troisième candidat éliminé, c'était Stéphane, le mannequin, le beau gosse de la saison, on va dire, même si bon, il y avait quand même Jean-Pascal, Patrice, etc. Mais c'est vrai que Stéphane faisait office du beau gosse de la saison. Je pense que c'est bien pour ça qu'il a été casté, hein, parce que c'est vrai que c'était pas un très grand chanteur. Je crois qu'on l'a même pas entendu une seule fois chanter en live. Il y a des candidats comme ça, je crois que Sidonie non plus, on l'a pas entendu chanter, et Amandine non plus. Donc vraiment, il n'avait pas le droit de chanter sur le plateau apparemment. Alors que maintenant, c'est vraiment une chanson par candidat, même si c'est seul sans artiste. Et là, par contre, c'était les règles qu'on connaît, avec 3 nominés, un sauvé par le public, un sauvé par les camarades. Et Stéphane a été éliminé. Bon, c'était pas un candidat très intéressant. Il était vraiment juste beau, en fait. Et encore, moi, c'est vraiment pas mon style. Mais en tout cas, il a pas fait grand chose dans le château. Je crois que Raphaël Ricci pouvait pas le saquer. Il s'était embrouillé avec Kamel Wally. Enfin, voilà. En 2 semaines, le mec, il était vraiment pas très intéressant. Donc, il a sauté. Mais c'est vrai qu'après le château, il a pas spécialement percé du tout. Il a fait quelques défilés comme Khalifa. Bon, après, de base, avant la Star Academy, c'est un ancien premier dauphin de Mister Belgique, donc bon, ça veut dire qu'il est pas si moche que ça, hein. Mais après, il a tenté de percer dans la musique quand même par rapport à Khalifa. Il a frappé aux portes de pas mal de producteurs, et il y a Orlando, je pense que c'est le frère de Dalida, hein. Quand j'ai vu Orlando, j'ai pensé direct au frère de Dalida, et c'est le producteur de Hélène Ségara. Et il me semble que Orlando était le producteur de Hélène Ségara au début de sa carrière. Mais rien ne sort. Bon,
Ben, c'est un peu dommage pour Stéphane. Je pense que Orlando n'était pas forcément intéressé que pour la musique. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'on l'a plus revu, sauf une fois, dans le public. On l'avait vu à la Star Academy 7. Alors me demandez pas pourquoi, je suis hyper physionomiste. Si je vois quelqu'un en physique et que je le revois plusieurs années plus tard, j'ai il me dit quelque chose, et des fois je retrouve le nom, etc. C'est peut-être comme ça que j'ai une mémoire incroyable de koh ou d'émissions de télé-réalité ou de cinéma ou de séries. C'est vrai que j'ai une très bonne mémoire à ce niveau-là. Par contre, en cours d'histoire, c'est un fiasco. Mais en tout cas, pour dire que je l'avais vu dans le public à la Star Academy 7, la saison avec Quentin Moussiman. J'étais vraiment devant ma télé en mode, mais c'est pas Stéphane de la Star Academy 1 derrière? Bon, après, il était vraiment juste derrière un prof, hein, on le voyait vraiment bien. Mais j'étais vraiment en mode, ok, le mec il est désespéré, Star Academy c'est sa vie. Mais en tout cas, voilà. Mais il était plutôt sympathique, c'est un peu dommage. Mais il n'avait rien à faire dans la Star Academy, je pense. Je l'ai retrouvé sur Instagram, je le vous mets dans la description. Je pense qu'il aurait pu faire une belle carrière dans le mannequinat, mais dans la chanson, non. Non, clairement, c'était pas forcément son truc. Ensuite, on passe à Amandine. Et Amandine, elle a fait quelques trucs quand même après la Star Academy. Elle a pas lâché. Pas forcément tout le temps avec la musique, un petit peu, mais pas forcément tout le temps. Mais elle a fait quelques trucs sympas. Et Amandine, effectivement, elle avait déjà été nominée une première fois. Elle avait été sauvée par le public d'ailleurs. Et ensuite, elle avait abandonné l'aventure. Voilà, elle était contente d'être dans le château, mais c'était pas vraiment un truc qui lui plaisait. Je pense qu'elle aimait pas trop les conditions, etc. Je pense qu'elle aurait pas fait long feu dans tous les cas. Elle aurait été nominée la semaine suivante et le public l'aurait pas sauvée à vide éternam. Je pense que Jean-Pascal, par exemple, l'aurait peut-être fracassé au niveau des votes. Dommage, pourtant elle était plutôt mignonne. Elle avait pas l'air d'avoir une voix trop catastrophique, même si on l'a jamais entendue chanter en live, donc on sait pas trop ce qu'elle valait finalement. Mais elle n'a pas lâché, effectivement. Elle a travaillé dans une comédie musicale qui s'appelle Aremberg. Voilà, j'ai trouvé ça. Elle a aussi fait un groupe de musique qui s'appelait Rosemary et ensuite qui s'appelait Larsen, et pas Larsen, Larsen avec un Z. Et elle fait un autre groupe derrière qui s'appelle Cédra. Donc c'est vrai que même si ces groupes et ces comédies musicales n'ont pas percé de ouf, elle n'a pas lâché, hein, clairement. La musique c'est vraiment pour elle. On sent que c'est un truc dans lequel elle se sent bien. Elle a tenté une carrière solo après. Elle a même eu un projet musical qui s'appelait Mademoiselle Mandarine. Elle a fait quelques festivals, etc. J'ai vu ça dans mes recherches. Mais le projet qui a vraiment percé pour elle, c'est un projet sur YouTube, une espèce d'émission avec plusieurs capsules vidéo qui s'appelle La Vérité du Moment. Parce qu'effectivement, elle est journaliste et chargée de communication, donc elle n'a pas traîné niveau études. C'est vrai que pendant la Covid, elle a fait quelques capsules vidéo qui parlaient de ce sujet. Je vous mets la chaîne vidéo YouTube de Amandine dans la description. Le sujet, c'est la Covid. La Covid-19, le coronavirus. C'est surtout ça le thème. Mais en tout cas, voilà, elle a eu un beau projet. Ça a l'air d'avoir bien marché. Bon, ça fait un petit moment qu'elle n'a pas posté une vidéo parce que c'est vrai que le Covid, on en parle de moins en moins, même s'il est toujours un peu présent, il faut toujours faire attention. En tout cas, elle a eu un beau projet, il y a pas mal d'abonnés, en tout cas plus que moi, hein, clairement. Mais en tout cas, voilà, petit projet sympathique et elle n'a pas changé physiquement, elle a très très bien vieilli. Et elle a sorti aussi récemment une chanson qui s'appelle The Journée sous le nom de Bliss. Donc c'est vrai qu'elle lâche pas niveau carrière, donc c'est plutôt cool pour elle. Moi je la trouvais plutôt mignonne et plutôt sympathique, donc tant mieux. J'ai trouvé aussi son Twitter, donc je le mettrai dans la description. De toute façon je mettrai tous les réseaux sociaux des candidats dans la description, parce que c'est vrai que Jennifer ou par exemple Jean-Pascal Lacoste, c'est pas compliqué de les trouver. Mais certains c'est un peu plus compliqué comme Stéphane ou Amandine. Mais en tout cas voilà, elle n'a pas lâché, elle a eu plein de projets, le journalisme, la musique, la communication avec ses capsules vidéo, enfin vraiment hyper cool. Par rapport aux autres, c'est vrai que bon, Amandine elle n'a pas lâché le morceau et elle a eu une petite carrière plutôt sympathique. Ensuite, candidat suivant, c'est Grégory. Grégory et pas Grégory Le Marchal, hein, aucun rapport. C'est Grégory de la saison 1, voilà. Il était assez populaire. Pourtant, c'était loin d'être le beau gosse de la saison. Voilà, il avait un physique plutôt particulier qui peut plaire et ne pas plaire. Je pense qu'il ne se sentait pas très bien dans sa peau à l'époque. Il avait même eu un relooking. C'est vrai qu'une parenthèse sur ça, mais à l'époque, la grossophobie, l'homophobie, le culte de la maigreur, etc., c'était sans limite, hein. Jennifer et Karine se faisaient insulter quand elles prenaient du poids. Et Grégory, il l'avait relooké en disant bon, t'es pas très beau, Grégory, on va te relooker parce que c'est pas possible. Il lui avait juste coupé les cheveux en fait. Mais bon, en tout cas, il avait un petit relooking. Et il était quand même assez populaire auprès du public. On sentait que niveau danse et chant, il était un peu en dessous des autres quand même. Enfin, de ceux qui restaient. Hein. Il a quand même tenu dans les 12 derniers. Il était quand même très populaire. Je me rappelle quand Amandine avait été sauvée par le public, il était juste derrière à vraiment 1 ou 2%. Et là, je crois qu'il y avait Jean-Pascal face à lui. Donc laisse tomber, Jean-Pascal c'était la star de la saison. Un peu surpris d'ailleurs qu'il ait jamais été en finale face à Jennifer. Mais en tout cas, il était tellement populaire qu'il a participé à la tournée. Alors que des candidats comme Sidonie, Cécile, etc. qui sont sortis après n'ont pas fait la tournée. Hein. Pauvre Cécile, on va en parler de Cécile, mais je trouve qu'elle a pris un peu trop cher la pauvre alors que c'est une vraie bosseuse. Mais du coup, il a quand même participé à la tournée, ce qui est plutôt cool, alors qu'il était parti quand même dans les 4 premiers. Il a même eu droit à un petit single, parce que c'est vrai qu'après la fin de la Star Academy, il y a eu un album spécial single des candidats. Il était dedans, avec son single Demain. Alors, ça ne s'est pas vendu, hein. Je crois qu'il y a eu 30 000 ventes, c'était vraiment un petit fiasco. Et c'est donc pour ça que petit Grégory, il a un peu lâché l'affaire. Petit Grégory, je parle pas de petit Grégory, hein.
Ok, Grégory Marshall, petit Grégory, on parle de Grégory de la saison 1, concentrez-vous. Et c'est vrai que bon, il a tourné la page, voilà, il s'est dit bon ben la musique c'est pas pour moi, c'est compliqué, c'est trop difficile, les portes sont fermées, parce que je pense que participer à la Star Academy, surtout à l'époque, c'était très image télé-réalité, ça pouvait fermer des portes. Ben il a tourné la page, il a ouvert une société de vente informatique à Calais. Eh ben écoutez, je ne l'ai pas retrouvé sur les réseaux sociaux malheureusement, mais si voit cette vidéo, ben écoute Grégory, je te souhaite plein de bonheur, tu étais quand même un candidat atypique, c'était très sympa de te voir. Bisous Grégory. Ensuite, on a Sidonie. Alors Sidonie, c'est vrai que c'est une candidate plutôt sympathique, hein, mais qui avait clairement l'air de ne pas avoir confiance en elle. C'était une jeune maman, hein, c'est vrai qu'on voyait beaucoup sa fille dans les reportages, sur le plateau, etc. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le plateau d'époque, on dirait mon salon. Et je vis pas dans un 1000 mètres carrés. Mais en tout cas, Sidonie, c'était une candidate voilà, qui avait pas l'air d'avoir confiance en elle, qui était un peu timide, on l'a jamais entendue chanter sur le plateau, par rapport à Grégory par exemple. C'est vrai que bon, elle a été nominée une première fois, je crois, et les camarades l'ont sauvée. Face à Grégory d'ailleurs. Ensuite, elle a été renominée, mais là, bon, bisous, je crois que c'était Jean-Pascal et Patrice face à elle. Et Jean-Pascal et Patrice étaient adorés du public et des camarades. Donc, ciao, bisous, hein, Sidonie. Et par rapport à Grégory, pas de tournée et pas de single non plus. Donc, elle a dû un peu se débrouiller toute seule à la fin du jeu. Après l'histoire Star Academy, avec son image qu'elle a eue, elle essaye quand même de faire des choses. On lui propose des maquettes. Dans le single, oui et non. Je sais même plus si j'ai trouvé le morceau sur internet, si vous le trouvez tant mieux. Je crois que je l'ai pas trouvé, il y a que des maquettes, donc rien de très transcendant, rien de concret en fait, rien n'est sorti. Donc elle décide de partir au Canada avec sa fille et d'ouvrir une boutique de prêt-à-porter, donc vraiment un grand virage dans sa carrière. Elle décide de dire stop à la musique. Au fil des années, elle se lance dans l'art du collage et du recyclage. Sous le pseudonyme Seed, elle a même un projet qui s'appelle Plastique à Excentrique. Donc plutôt sympa, elle a même un blog que je vous mets dans la description, le blog de Seed où elle fait plein de petites créations super sympas. Elle a également une chaîne YouTube et une chaîne Instagram qui s'appelle The Rebirth Project Paris. Ben écoutez, plutôt sympa. Je pense que Sidonie a tourné la page sur la musique, elle a bien compris que c'était trop compliqué, c'était ultra bouché, hein, à moins que tu t'appelles Jennifer ou Noël Leroy, c'est mort hein, quand tu sors de la Star Academy. Donc écoutez, elle s'est lancée dans le collage et recyclage, c'est plutôt sympathique. J'ai regardé un peu ses projets, faut aimer, mais moi j'ai trouvé ça très sympa, donc n'hésitez pas à aller voir, je le mets en description. Donc c'est bien pour elle, elle a un autre projet et c'est super sympa. Et même les oiseaux sont contents, ils chantent, donc vraiment, bravo Sidonie. Ensuite, on passe à Cécile, la 7e candidate éliminée. Et moi, j'ai trouvé que Cécile, c'était un peu dur pour elle. Voilà. Elle a été nominée une seule fois face à Patrice et Jean-Pascal. Jean-Pascal sauvé par le public une nouvelle fois. Patrice sauvé par les camarades. Je trouve que les camarades, voilà, ils votaient vraiment en mode copain-copain. On vit dans une colonie de vacances et pas sur le talent. Je dis pas que Patrice a pas de talent, mais ça fait plusieurs fois qu'il était nominé. Même si je l'aime bien en plus, Patrice McTavish, je l'aime vraiment bien. Je le trouve feel good, rigolo, etc. Mais je trouvais ça un peu dur pour Cécile. C'est la première fois qu'elle était nominée. Elle se fait éliminer direct, cash, ça dégage. Je trouvais ça un peu dur. Franchement, je la trouve plutôt sympathique. Je trouve qu'elle était vraiment bosseuse. Quand on revoit les épisodes, elle lâchait pas le morceau et tout. Et on sentait qu'à son animation, elle était dégoûtée. Franchement, c'était abusé. Elle n'a pas été respectée puisqu'elle n'a pas fait la tournée. Alors que bon, elle avait quand même un solo dans l'hymne de la Star Academy, dans la musique et tout ça. Franchement, elle a pas lâché l'affaire. J'ai trouvé ça un peu dur de pas la mettre à la tournée. Elle a quand même sorti un single. Elle était dans l'album des singles avec le single Laisse-moi. Mais vu qu'il y a eu 0 promo, ça n'a pas du tout marché pour elle. Je suis un peu triste pour elle. Franchement, ça m'a brisé mon cœur pour la petite Cécile. En 2004, elle ne lâche pas. Elle sort un nouveau single qui s'appelle C'est la folie. Je pense que ça n'a pas marché parce que je n'avais jamais entendu parler. Et pourtant, à l'époque, la musique, j'étais à fond. Je suivais tous les tops, les singles et tout ça. Donc un peu triste pour elle. Et ensuite, elle ne lâche pas. Elle devient gérante de NBC Spectacle, une société de production et de diffusion de divers spectacles. Donc toujours dans l'univers de l'art. Donc c'est plutôt cool. Et après, j'ai plus grand chose comme info sur elle, malheureusement. Je l'ai trouvée sur Instagram et sur Facebook. Alors je sais pas si elle est encore très active dessus. Si je lui ai écrit, est-ce qu'elle va me répondre, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé ça un peu dur pour Cécile. Elle aurait mérité un peu mieux. Au moins une semaine en plus, quitte à se faire nominer la semaine suivante. Mais c'est vrai que Patrice et Jean-Pascal, ok, ils étaient sympathiques et ils mettaient grave l'ambiance dans le château. Hein. C'est vrai que l'ambiance dans le château, c'était hyper important à l'époque. Hein. C'était limite plus important que les prestations sur le plateau. Mais bon, je trouve ça dommage. C'était une vraie bosseuse. Et voilà, je trouvais ça un peu triste pour elle. Donc Cécile, si tu passes par là, j'espère que tu sais qu'il y a des gens qui ont pensé à toi et qui ont trouvé ça injuste en élimination. Ensuite, on passe à François. Alors François, il a fait des trucs. Hein. François, il a pas lâché le morceau. C'est vrai que c'était un candidat plutôt charismatique, avec une grande gueule, qui se laissait pas faire. Moi, j'aimais plutôt bien, puis j'aimais bien comment il chantait. Je me rappelle, il avait repris la Java de Broadway, c'était trop stylé. Il a une voix assez forte, qui porte beaucoup. Voilà, il a fait pas mal de chorales, ça on va en parler, parce qu'il a carrément sa propre chorale, il rigole zéro. Et il a tenté pas mal de trucs, il a pas lâché le morceau. Et effectivement, après la Star Academy, il a fait la tournée. Donc il était dans la tournée, il a sorti ensuite un single qui s'appelait Envy Mi Amor, qui n'a pas explosé, on va pas se mentir. Hein. C'est vrai qu'entre Jennifer, Jean-Pascal et compagnie, c'était un peu compliqué de se faire une place.
mais il était déjà chef de chorale à la base, il me semble. Alors je sais pas si c'était à Sarcelles, mais en tout cas il était chef de chorale et il a évolué artistiquement avec sa troupe qui s'appelle Chorus Life. Il a créé même 17 chorales avec plus de 550 choristes. Donc vraiment dans cet univers, il a percé. Franchement, il n'a pas lâché l'affaire. Et avec cette chorale Chorus Life, il a plein de projets. Il y a le gospel, le défi, les 4 saisons, le procès. Il a fait plein de choses. N'hésitez pas à fouiller sur internet, il a fait pas mal de trucs. Il écrit également en ce moment des chansons pour enfants. Il donne des cours de chant, que ce soit en chorale ou individuel. Vraiment, il les baigne encore dans cet univers de la chorale et de la chanson. Et il a tenté d'autres émissions après avec sa chorale, toujours avec sa chorale, jamais en solo. Effectivement, il a fait l'émission La France a un incroyable talent et il est allé plutôt loin puisqu'il est allé en demi-finale. Donc franchement, je pense que ça lui ouvrir pas mal de portes. Ensuite, il a tenté l'émission X Factor parce que c'est vrai que Sata oublie beaucoup, mais on a eu X Factor en France. Il y a eu 2 saisons, la première sous W9 il me semble. Et vu le succès que ça avait eu, ils ont fait une deuxième sur M6 qui a fait gros beat. Pourtant le jury était plutôt stylé, on avait Véronique Dicker et Christophe Willem, on avait de vrais artistes invités, on avait eu Beyoncé, on avait eu Jennifer Lopez, on avait eu Lady Gaga, etc. Mais ça n'a pas marché. Le gagnant d'ailleurs qui s'appelle Matthew Raymond Parker n'a jamais rien fait derrière. Et la finaliste Marina D'Amico, je crois qu'elle a fait The Voice. Donc vraiment pas foufou. Mais en tout cas, il a tenté la première saison sur W9 et ça n'a pas marché. C'était un gros fiasco, il s'est clashé avec le jury, voilà, ça avait fait le buzz à l'époque. Le pauvre François, ça m'avait fendu mon cœur parce que je pense que c'est beaucoup plus que ça, hein, que ce clash sur W9. Et c'est vrai que ça avait fait le buzz de ouf à l'époque et pour moi il n'est pas que ça François, c'est un peu dommage. Après il a fait une autre émission un peu plus tard, une émission dont j'ignorais totalement l'existence qui s'appelle Chante si tu peux. En gros c'est du chant mais dans une condition un peu spéciale, genre sous la douche, où on te mouille, où tu dois courir un marathon, ou alors tu dois manger en même temps des trucs dégueulasses, enfin... Voilà, c'était un peu perdu. Je sais même plus qui c'est qui présentait cette émission. Ah oui, Bruno Guillon. Même si j'aime beaucoup Bruno Guillon dans mon cœur, il présente pas des grosses émissions genre Star Academy, on va pas se mentir. C'est vrai que c'est une émission qui est passée complètement à la trappe de mon cerveau, je ne savais même pas que ça existait, et apparemment il a apparu dedans. Bon, j'ai pas réussi à retrouver d'extrait, mais il était dedans. En tout cas, il est encore très actif sur les réseaux sociaux. Il y a son Instagram, il y a son YouTube avec Chorus Live TV, donc je vous les mettrai dans la description. Et François, c'est quand même un candidat que j'aimais beaucoup quand même, qui aurait mérité un peu mieux dans sa carrière solo, même si avec sa chorale il a cartonné, surtout dans La France a un incroyable talent. En tout cas, chapeau à lui de ne pas avoir lâché parce que ça devait être compliqué hein, vraiment de percer un peu après la Star Academy, donc vraiment chapeau. Et s'il passe par là, bah écoute François, je te félicite. Ensuite on a Jalil. Alors Jalil, moi c'est un candidat que j'adorais. C'était vraiment un candidat super fort en plus, il était souvent dans le haut du classement. Comme Cécile et François, voilà, il a suffi d'une seule fois pour se faire nominer face à Patrice et Jean-Pascal encore, pour qu'il dégage. J'ai trouvé ça horrible parce que vraiment Jalil méritait vraiment d'aller beaucoup plus loin. Pour moi c'était limite un demi-finaliste avec Mario. Et non, il s'est fait virer comme un malpropre, j'ai trouvé ça horrible. Donc j'étais vraiment dégoûté, hein. C'était un de mes coups de cœur de la saison avec Karine. Mais malgré tout, Jalil a eu quelques petites opportunités après la Star Academy. Pas ouf, mais quelques opportunités. Il a fait la tournée déjà. Et ensuite il a sorti son single comme les autres qui s'appelle Au pays de mes rêves. Moi je me rappelle, j'en avais entendu parler, bon, peut-être parce que j'aimais beaucoup Jalil, mais ça n'a pas forcément explosé, un peu dommage. Il a signé chez AZ, donc c'est pas dégueulasse, c'est quand même une grosse maison de disques, donc ça fait plaisir. Il avait pour nom d'artiste Jalil Emar. Il a également participé au DVD du cours de chant de Mathieu Gonnet en 2004, donc 3 ans après, donc ça veut dire que Mathieu Gonnet ne l'avait pas oublié. Et il a eu un nouveau manager qui s'appelait Bernard Pradier, donc c'est quand même quelqu'un de peu famous. Et il sort donc son deuxième single qui s'appelle Populaire. Ça ne marche pas forcément beaucoup pour lui, parce que même moi qui aime beaucoup Jalil, j'en avais pas entendu parler. Et il part en Espagne en 2004 où il prend des cours de guitare et compose des chansons afin de les proposer dans des maisons de disques. J'ai pas eu plus d'infos que ça sur Jalil. Je l'ai ajouté sur Instagram parce qu'il s'appelle Jalil from the Block. Sur Instagram, c'est un compte privé, donc il m'a accepté. Sur son Instagram, il n'est pas ultra actif, il y a quelques posts mais rien de très précis. Donc s'il passe par là, j'aimerais bien savoir ce qu'il est devenu depuis, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup plus d'infos de Jalil. Je sais qu'ils ont fait des réunions d'anciens Star Academy avec Jean-Pascal, Patrice et compagnie. Ils avaient fait même des live visio pendant le confinement avec Raphaël Ricci, qui est ma prof préférée hein, de la Star Academy. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est dommage et j'espère qu'il a fait plein d'autres projets, plein de trucs dans la musique ou non. Mais si vous avez plus d'infos sur Jalil, je suis preneur parce que j'ai pas trouvé énormément de choses alors que c'est mon préféré de la saison. Donc un peu déçu. Mais je vais peut-être lui écrire pour avoir un peu plus de news de sa part et peut-être me faire une interview. Qui sait. Ensuite on passe à Jessica Marquez, moi que j'adorais. Voilà, c'était une nana qui avait vraiment une grosse voix, une voix super forte, une voix super solide, qui avait une forte personnalité, qui se laissait pas faire, hein, qui s'énervait beaucoup, c'était assez rigolo. Cette Jessica, on l'a d'abord vue dans Popstar, à la toute première saison qui a été diffusée un mois avant la Star Academy, qui a formé les L5. Est-ce que j'avais signé Toutes les femmes de ta vie ? Bien sûr que oui. En tout cas, tout ça pour dire que Jessica n'avait pas lâché, elle tentait tous les castings, etc. Je me rappelle même que dans Popstar, quand ils l'ont appelée
pour lui dire bah Jessica non tu vas pas continuer l'aventure etc, tu ne viendras pas à l'atelier. Elle a dit non mais c'est pas grave, j'ai un autre projet. Bon clairement l'autre projet c'était Star Academy. Donc effectivement elle est rentrée dans le château et ça s'est plutôt bien passé pour elle. Et effectivement comme ses petits camarades elle a fait la tournée, enfin pas comme tous ses petits camarades mais la majorité de ses camarades elle a fait la tournée. Elle a sorti ensuite un single qui s'appelait Si Fragile et qui avait bien marché par rapport à certains. C'est vrai qu'à part Jennifer, Jean-Pascal et elle, et un petit peu Olivia Ruse aussi, pareil, ça avait bien marché. Les autres, c'était un peu compliqué. Elle, ça avait bien marché. Ensuite, elle a sorti un deuxième single qui s'appelait Tout se dire. Et donc voilà, ça lui a permis un peu d'avoir de nouveaux projets. Elle est revenue en 2003 avec Maria Magdalena. Alors ça, je me rappelle grave. Elle passait grave à la radio, je l'écoutais tout le temps et tout. Qui est une reprise d'une chanson de Julie Pietri. Julie Pietri, c'est celle qui chante Ève, lève-toi, pour ceux qui ne savent pas. Et effectivement, elle a sorti un album qui s'appelle À fleur de peau en 2003. Donc super, ça y est, la carrière de Jessica Marquez est en train d'exploser. Mais ça ne se passe pas bien avec la maison de disques. Super, donc un peu dégoûté. Et effectivement, on la voit beaucoup moins. Je pense que la maison de disques a dit ciao bisous Jessica et elle n'a pas beaucoup percé, on l'a plus trop revue. Elle est revenue en 2007 avec son titre On s'abîme. C'était produit de manière indépendante, grâce au public, je sais pas si vous vous souvenez, Major Company, etc. Bon là c'est pas ma Major Company il me semble, j'ai pas vu ce que c'était exactement comme site, mais je sais pas si vous vous souvenez de ces sites, la Major Company, où on payait pour qu'un artiste sorte un album. On avait eu Grégoire ou Joyce Jonathan grâce à ce genre de site, et c'est vrai que ça lance des carrières, donc tant mieux. Elle avait eu 50 000 € quand même pour faire son album, et grâce à cette générosité, l'album De tout et rien sort. Donc non seulement elle a sorti un single en s'abîme, mais après elle a sorti un album. Mais malheureusement, ça devait pas être ma Major Company du coup. Suite au problème que le site rencontre, effectivement, il est placé en liquidation judiciaire en 2010, ben ça fait pas plaisir. Donc tous ses projets partent en fumée, tout s'est effondré pour elle. Donc vraiment la pauvre Jessica le sort sa charme, ça m'a vraiment fondu mon cœur quand j'ai mené mon enquête et que j'ai vu tout ça. Mais en fait elle a trop souffert Jessica, horrible. Mais en 2012 elle ne lâche pas et elle tente l'aventure dans l'émission Encore une chance sur Énergie 12. Alors ça je connaissais, oupsie, je connaissais bien l'émission. Dans le jury on avait Richard Cross, ancien prof de la Starac, et Mia Fry, ancien jury de Popstar. Et effectivement, c'était d'anciens candidats de télécrochet qui retentaient leur chance. On avait par exemple Anne-Laure Sidon de la Star Academy 2, on avait Cynthia de la Star Academy 6, on avait aussi des candidats de Popstar, on avait des candidats de X Factor, on avait des candidats de la Nouvelle Star, des candidats de toute émission. On avait même un candidat qui s'appelait Slimane, et c'est bien Slimane de Vita et Slimane, parce que ce chanteur n'a pas lâché l'affaire, il a fait toutes les émissions. Il a tenté Popstar, il a tenté Nouvelle Star, il a tenté X Factor, il a vraiment tout tenté, et ça a marché pour lui. Donc tant mieux. Moi je me dis qu'une émission comme Encore une chance, ça peut le griller. Pas du tout, maintenant il a une carrière de folie, et tant mieux pour lui, parce qu'il a tenté ensuite The Voice, qu'il a remporté et qui lui a permis d'avoir une carrière de malade. Donc tant mieux pour lui. Mais Jessica, elle, ça s'est moins bien passé pour elle. Effectivement, elle a été éliminée pendant l'aventure. Et il n'y a pas eu grand chose après, en tout cas pas de signature ni rien. Vous me direz les deux gagnants de cette émission, Encore une chance, c'était Lucie, la Star Academy 7, et Larry de la Nouvelle Star 6 ou 7 avec Camilla Jordana. Et effectivement, ils n'ont jamais rien sorti. Donc super. En tout cas, tout ça pour dire que à côté de ce projet, elle sort un nouvel album qui s'appelle Les Filles du Calvaire. Mais c'est un échec. C'est un échec. Je crois qu'elle a vendu même pas 1000 exemplaires. C'est vraiment dommage. Elle décide de quitter l'univers de la chanson. Bon, ben désolé Jessica, pourtant t'avais une voix de ouf. On se souvient de toi et de tes duos avec Lara Fabian qui étaient incroyables. Donc c'est un peu triste parce que vraiment t'avais vraiment un gros potentiel. Elle se fait plus discrète et elle se lance dans l'aromathérapie énergétique. Donc je suppose que c'est une thérapie avec des aromates, je suppose, je n'y connais rien. Elle a même proposé des coachings en développement personnel et fait une formation en herboristerie. Alors l'info de l'herboristerie, ça date, donc je pense que depuis elle l'est, si elle a réussi sa formation. Et c'est un art qui consiste à utiliser les plantes médicales pour guérir. Bon, on s'en doutait un petit peu, mais en tout cas, elle a complètement changé d'univers, un peu comme Sidonie. J'ai l'impression qu'elle a l'air heureuse parce que je l'ai trouvée sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook. J'ai mis tout dans la description. Et pareil que Jalil, c'est un Instagram privé, donc elle m'a accepté. Je me dis que pourquoi pas une interview pour savoir ce qu'elle devient, ça peut être très intéressant. En tout cas, c'est une candidate et une artiste que j'aimais vraiment beaucoup et je suis très triste qu'elle n'ait pas plus percé que ça, que c'était très compliqué pour elle. Voilà, donc Jessica Marquez, toujours dans mon cœur. Ensuite, on passe à Olivia, qui a été aussi éliminée en demi-finale comme Jessica. D'ailleurs, j'avais même pas précisé que Jessica avait été éliminée en demi-finale. Elles étaient 4. Et il y a aussi Olivia, qu'on ne présente plus, et Olivia Rius, tout le monde la connaît, elle avait cartonné avec ses albums. On va quand même parler de son parcours, parce qu'effectivement, Olivia Rius est aussi très connue pour clasher à mort la Star Academy. C'est vrai qu'elle n'a pas du tout supporté cette expérience, étant donné qu'elle était tout le temps enfermée, ils l'ont forcée à s'habiller de façon très très courte, ils l'ont poussée à bout, ils ont montré des montages un peu, voilà, pas très cool, puisqu'effectivement,
Elle avait un copain à l'extérieur, mais il a montré très très proche avec Patrice. C'est un peu compliqué pour elle. Elle a très très mal vécu, elle a même fait une dépression. J'ai même lu quelque part, je crois que c'était dans un Téléstar, qu'elle avait même perdu ses dents à cause de la dépression. Donc vraiment, Olivia Ruse, elle a été un peu traumatisée par cette expérience. Elle le dit souvent, hein. Quand elle est questionnée sur la Star Academy, elle le dit que c'était un massacre, que c'était très compliqué. Je peux comprendre. Bon, après peut-être que sans ça, elle n'aurait pas eu la carrière qu'elle a eu aujourd'hui. Mais bon, souffrir à ce point-là pour avoir la carrière, est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'Olivia Ruse a pris cher avec la Starac et elle n'hésite pas à le préciser quand on lui pose des questions sur la Star Academy. D'ailleurs, elle est floutée. Chaque fois qu'il y a des reportages sur la Star Academy, elle est floutée. Tout ça pour dire que Olivia Ruse, en sortant de la Star Academy en 3e position de la demi-finale des filles, elle fait la tournée avec tout le monde, donc plutôt cool. Je pense qu'elle était quand même contente de rencontrer son public. Elle signe derrière chez Universal et elle sort son single Paris. Et son premier album J'aime pas l'amour, franchement on en a entendu parler. Les trois qui ont le plus percé après la Star Academy, c'est Jennifer, Jean-Pascal qui avait explosé avec son single et Olivia Ruse. Elle fait beaucoup de scènes, énormément, c'est vrai qu'elle est dans beaucoup de festivals, même aujourd'hui. Hein. C'est vrai que tout au long de sa carrière, elle a fait beaucoup de festivals, elle a fait beaucoup de scènes, je pense que c'est ce qu'elle aime beaucoup. Et elle fait tellement de scènes qu'elle est nommée aux Victoires de la musique en 2005, donc plutôt cool. Mais le succès éclate vraiment en 2005-2006 avec son deuxième album, La Femme Chocolat. C'est vrai que là, cet album, je sais pas si vous l'avez vécu à cette époque, mais ça avait cartonné, que ce soit les chansons Je traîne les pieds ou La Femme Chocolat, on l'entendait partout. Elle a travaillé notamment avec Christian Olivier des Têtes Raides, Christophe Mali de Trio, mais surtout Mathias Malzieu du groupe Dionysos qui va devenir son compagnon pendant très longtemps. Ils ne sont plus ensemble aujourd'hui, mais à l'époque ils étaient ensemble et ils ont énormément travaillé ensemble et ça se voit dans l'univers d'Olivia Ruse qu'il y a un petit peu d'influence de Dionysos. Hein. C'est vrai que les clips sont un peu chelous, etc. Enfin, on sent que les deux sont en symbiose et que c'est un couple qui a marché dans la vie mais aussi artistiquement. On a quand même 1 200 000 ventes de cet album, c'est colossal. Aujourd'hui, on n'a plus ça du tout, hein. Mais déjà à l'époque, c'était colossal. C'est rare que les albums dépassent les millions de ventes. Je crois qu'à son époque, il n'y avait eu que Mika, Diams, peut-être Benabar, parce que Benabar à l'époque cartonnait aussi. Mais c'est vrai que c'est un gros succès. Elle est nommée à nouveau aux Victoires de la musique. Elle remporte le prix de la meilleure chanteuse en 2007. Enfin, vraiment, elle a beaucoup de prix aux Victoires de la musique. En 2009, elle continue l'aventure. Elle fait un 3e album qui s'appelle Miss Météor, avec les singles Elle Panique, Belle à en crever, Crêpe aux champignons. C'est un gros succès. Elle fait 400 000 ventes d'albums. C'est vrai qu'on est à une époque où le disque est en train de chuter total, donc c'est vraiment une belle performance. Elle touche à tout, puisqu'en 2010, elle devient actrice auprès de Gérard Jugnot et François Berland dans le film Un jour mon père. Je l'ai pas vu, ce film, je vais pas vous mentir. J'en avais entendu parler à l'époque où c'était sorti. Je sais pas si ça a cartonné, mais en tout cas, elle touche à tout, c'est plutôt cool. En 2012, elle sort son 4e album qui s'appelle Le Calme et la Tempête, qui se vend à 150 000 exemplaires. Certes, à côté de 1,2 million, c'est pas incroyable, mais en 2012, vu l'industrie du disque, c'est quand même assez correct. Elle est de nouveau nommée aux Victoires de la musique. Elle bat son propre record en remportant une 3e fois le prix de la meilleure artiste interprète féminine au Globe de Cristal. Alors les Globes de Cristal, je sais même plus si ça existe, hein. C'est une cérémonie qui récompensait les acteurs, le théâtre, la musique, la télévision, tout ça. Je sais pas si ça existe encore. Dites-moi dans les commentaires si ça existe, je ne sais pas. Et elle enchaîne ensuite plein mal de projets, participation aux albums collégiales comme Renault, etc. Des comédies musicales comme Bolbert. Je pense que c'est en référence avec le film de Pedro Almodovar, très bon film d'ailleurs avec Penélope Cruz. Elle sort ensuite son 5e album qui s'appelle À nos courts aimants. Alors clairement, j'en ai pas entendu parler de cet album par contre. 50 000 exemplaires vendus. Est-ce que c'est bien aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais elle est toujours présente puisqu'en 2009, elle tourne dans le téléfilm État d'urgence sur France 2 et elle sort surtout un livre qui s'appelle La commode au tiroir de couleurs et qui s'écoule à 300 000 exemplaires. Je suis choqué, je pensais pas qu'elle en a vendu autant. J'avais entendu qu'elle avait sorti un livre, mais de là à faire 300 000 exemplaires, je sais pas ce que ça représente au niveau du livre, parce que je connais les box-office et ventes d'albums, je sais à peu près me situer si c'est bien ou pas. Mais par contre, le livre, je ne sais pas si 300 000 exemplaires vendus, c'est bien. Mais je pense que oui. 300 000 personnes qui l'achètent, c'est quand même vénère. Et là, elle prépare son 6e album. Mais c'est en librairie qu'elle revient en 2022 avec son 2e ouvrage qui s'appelle Écoute la pluie tomber. Ben écoutez, je savais pas qu'elle avait sorti un 2e livre, mais c'est plutôt cool. Et elle a annoncé il y a pas longtemps, genre la semaine dernière ou il y a 2 semaines sur Instagram, qu'elle reviendrait sur scène et notamment à l'Olympia. Donc la carrière d'Olivia Ruse est loin d'être terminée. Donc vraiment chapeau à elle, elle a quand même une très belle carrière. Je pense que de tous les candidats de la Star Academy, c'est la 2e candidate derrière Jennifer à avoir une très belle carrière. Elle a touché à tout, elle a vendu énormément d'albums, je pense qu'elle a fait un peu ce qu'elle voulait aussi. Elle a travaillé avec les artistes qu'elle voulait, elle a jamais été trop contrôlée comme Jennifer, la pauvre, hein. Même si bon, elle a une carrière de fou et je pense qu'elle en est très contente. Mais c'est vrai que quand tu sors de la Star Academy, c'est pas toi qui décides avec qui tu chantes, etc. Mais en tout cas, voilà, superbe carrière, bravo à elle. De toute façon, on la connaît, Olivia Ruse, elle a vraiment marqué la génération 2000 et 2010, donc chapeau à elle. Une vraie artiste.
Bravo Olivia. Ensuite on passe à Karine qui a été éliminée aussi en demi-finale fille face à Jennifer. C'était la deuxième candidate à avoir le plus de votes derrière Jennifer, mais bon Jennifer avait tout fracassé avec 60% je crois. Elle rigolait pas Jennifer au niveau popularité. Et j'étais clairement dégoûté parce que c'était ma préférée avec Jalil, je l'aimais bien. Je trouvais qu'elle avait une voix de ouf, une voix très rauque, voilà, elle était très puissante. Moi je pensais qu'elle pouvait potentiellement gagner. Mais c'est vrai que Jennifer et Jean-Pascal, c'était le couple de la saison, c'était obligé qu'ils aillent super loin tous les deux. Donc elle a quand même fait la tournée, hein, il manquerait plus que ça, hein, clairement. C'était l'une des meilleures artistes de la saison. À noter aussi également qu'elle a fait Popstar, le même que Jessica Marquez, là où les L5 ont été formés. Elle est allée jusqu'à l'atelier, elle, personnellement, hein, elle est allée un peu plus loin que Jessica. Et d'ailleurs, elle avait croisé Myriam Abel, qui a gagné la saison 3, 3 je crois de la nouvelle star et qui ensuite a fait les anges etc. Mais en tout cas les deux candidates étaient dans la première saison de Popstar, elles ont toutes été éliminées à l'atelier mais elles lâchaient pas l'affaire, hein. Karine c'était pas son premier casting la Star Academy. Et donc pendant qu'elle est au château elle est repérée par Jean-Luc Plamondon. Alors si vous connaissez pas, c'est un créateur de comédie musicale iconique comme par exemple Starmania, et il la repère pour sa prochaine comédie musicale qui s'appelle Cindy 2000, Cendrillon 2000 avec Lame, oui Lame la chanteuse qui interprète Cendrillon, pour qu'elle fasse le rôle de Pétula. C'est les Anastasie et Javotte, hein, les demi-sœurs de Cendrillon qui sont très méchantes, avec Asia qui chantait Elle est à toi, hein, pour ceux qui connaissent pas. J'ai l'impression qu'à l'époque on lui avait pas trop demandé son avis. Plamondon il était mis sur le plateau en disant je te veux pour ma comédie musicale, et elle a dit ok, mais parce que je pense l'excitation d'être repérée, de faire quelque chose après la Star Academy etc. Je pense qu'elle a accepté, mais du coup on a un peu l'impression qu'elle a pas fait ça de son plein gré, hein, clairement, parce que sur le plateau elle était en mode bon mais d'accord, ok je vais faire ça, hein, du coup. Bon bah voilà, mais en plus c'était la préférée de Lame de la Star Academy, parce qu'elles ont un peu la même voix, hein, parce qu'on peut se foutre de la gueule de Lame, tout ce que vous voulez, etc. Mais en attendant elle avait vraiment une grosse voix qui portait et qui était très intéressante à écouter. Donc elle se lance dans cette aventure, la comédie musicale Cendrillon 2000. Alors je sais pas si vous l'avez vue. Alors moi je crois que c'est l'une des seules comédies musicales françaises que j'ai vues entièrement, parce que j'ai une pote qui était hystérique de cette comédie musicale, mais pour rigoler, parce que les chansons, mais c'est un scandale. C'est écrit avec les pieds, il n'y a rien qui va, l'histoire elle est nulle, et donc elle s'achève au bout de 4 mois de tournée parce qu'il n'y a pas de public. Je me rappelle même qu'on avait regardé le making-of du DVD, parce que j'avais offert le DVD à cette pote-là pour rigoler. On l'avait regardé entièrement, j'avais envie de me prendre, ça dure 3 heures. Il y avait Céline Dion et René qui étaient venus, puisque Céline Dion est très proche de Jean-Luc Plamondon, parce qu'elle avait fait Ziggy, Starmania, tout ça machin. Et tu la voyais vraiment qui était en mode... Je suis gênée, vraiment. Et cette comédie musicale est iconique, hein. Pour ceux qui l'ont pas vu, essayez de la trouver, elle est iconique tellement qu'elle est drôle. Mes chansons préférées c'est clairement La Rave Party, avec du coup Karine et Asia. Et il y a également une chanson où ça parle de burger, je suis au chômage, etc. Mais c'est tellement nul, mais j'adore. Donc elle a fait ça. Bon, clairement après ça, je pense que ça a été dur pour elle de rebondir. Elle a quand même sorti un single qui s'appelle C'est toi que je cherchais en 2003. Bon, ça n'a pas marché, on va pas se mentir. En 2005, elle a sorti un autre single qui s'appelle Ce mec ne lâche pas l'affaire. J'en avais entendu parler, effectivement à l'époque. Alors est-ce que ça a cartonné, je ne sais pas, mais en tout cas à l'époque, j'en avais entendu parler. Mais à côté de la musique, elle est passionnée de chevaux et elle fait aussi des concours de saut d'obstacles où elle est très très bien classée. Eh ben chapeau la Karine. Alors, ensuite, elle sort un album avec ses proches. Bon, l'album n'a pas dû percer parce que ça ne me parle pas du tout. Et en 2006, elle se lance dans un nouveau spectacle musical, hein, Cendrillon 2000 ne lui a pas fait peur, qui s'appelle Salut Joe, qui est clairement sur le chanteur Joe Dassin, avec d'anciens camarades de la Star Academy, comme par exemple Mario de sa saison, mais aussi Houssine et Anne-Laure de la saison 2, ou encore Pierre et Alexia de la saison 5. Donc plutôt sympa, écoutez, comédie musicale, j'en avais entendu parler à l'époque. Donc est-ce que ça a marché, je ne sais pas, mais en tout cas, plein de projets pour Karine. Ensuite, grosse erreur pour elle, je pense, hein, je pense qu'elle méritait beaucoup mieux. Elle participe à la 3e saison des Anges de la télé-réalité à New York, où elle retrouve d'ailleurs sa camarade Myriam Abel, hein, qui était avec elle à Popstar et qui a remporté la nouvelle star. Et elle enregistre le single Show Me Love. Bon, ça n'a pas marché non plus, hein, ce n'était pas en mode Sofiane Nabila Bila, on va pas se mentir. On lui propose plusieurs fois de participer à The Voice en tant que candidate, mais elle refuse. Bah, tu m'étonnes en fait. Tu m'étonnes. Dans le jury, en plus, il y a Jennifer, qui était dans la même saison que toi, qui avait une moins bonne voix que toi, en fait. La meuf, elle chante de ouf, et on a Jennifer qui est là dans le jury, c'est n'importe quoi. Donc elle a refusé, je comprends clairement. On a l'impression qu'elle a un peu tourné la page avec la musique, puisqu'elle consacre sa vie personnelle à ses enfants. Elle devient notamment employée du groupe de la prévention du patrimoine, donc c'est plutôt sympa, on sent qu'elle a bien rebondi professionnellement. Elle est assez active sur les réseaux sociaux, effectivement, j'ai trouvé son Instagram et son Facebook, j'ai trouvé les deux, où elle poste des photos de sa famille, et elle officie aussi en tant que mannequin et adepte de CrossFit. Donc clairement, c'est une sportive. Voilà, Karine, elle aurait pu avoir une carrière beaucoup plus belle. On va pas se mentir, c'est un peu comme Jessica Marquez, elle avait vraiment une voix de ouf, une belle personnalité, et je suis un peu dégoûté de certains choix qu'elle a fait, comme la comédie musicale Cindy, même si c'est très rigolo à regarder, ou Les Anges.
Je pense qu'elle aurait mérité tellement mieux. Je trouve ça un peu dommage. Elle aurait pu avoir une petite carrière à la Olivia Wilde dans un autre style, un peu R&B. Surtout que, on va pas se mentir, de 2000 à 2012, le R&B féminin était au top. On avait des Sheriff Aluna, on avait des Amel Bent, on avait des Diams, on avait des Vita, on avait des Nadia, Leslie et compagnie. Donc franchement un peu dégoûté qu'elle n'ait pas percé parce que ça aurait été assez intéressant. Voilà, je trouve que c'est quand même une belle artiste et c'est dommage qu'on n'entend plus parler d'elle. Je suis vraiment triste, Karine. Ensuite, on passe au garçon, la demi-finale garçon qui était la semaine suivante. Et le premier des garçons à avoir été éliminé, c'est Patrice. Patrice a eu beaucoup de chance quand même, puisqu'il a été nominé de nombreuses fois. Et c'est ses camarades qui l'ont sauvé beaucoup, beaucoup trop même. Bisous Jalil, bisous François, bisous Cécile. Mais c'est vrai que bon, Patrice n'était pas un très grand chanteur. Il était plus acteur d'ailleurs que chanteur. Ça se voit à sa carrière qu'il fait après. Moi, je l'aimais bien. Moi, je trouvais qu'il avait une belle personnalité. Franchement, tout son côté un peu je m'en fous de la vie, un peu voilà, je m'en fous, etc. J'aimais bien cette personnalité et je pense que le public aussi aimait beaucoup. Il était tellement plus acteur que chanteur qu'il avait fait une formation au cours Florent avant la Star Academy, me semble, si j'ai bien fait mes recherches. On aurait pu se croiser, Patrice, au cours Florent. Ça n'a pas été le cas, j'ai croisé Simon de Secret Story 5. Ah et Nadège de Secret Story aussi. Tout ça pour dire que après la Star Academy, il fait la tournée comme tout le monde, il sort son single qui s'appelle Anonyme. Jamais entendu parler, j'espère que c'est plutôt bien, je ne sais pas. En 2004, il monte sur scène pour le théâtre dans La Règle du jeu et tourne pas mal de courts-métrages et de téléfilms dont L'amour dans le sang. Donc plutôt cool, on sent qu'il arrive à quand même rebondir sur des projets artistiques après la Star Academy. En 2006, il forme le groupe rock Actarus, mais c'est en solo qu'il s'autoproduit sur l'album Mactave. Il a également écrit des titres pour sa camarade Olivia Rius, donc ça c'est plutôt cool, hein. Il a quand même travaillé avec Olivia Rius sur ses albums, elle ne l'a pas oublié. En 2009, il participe à la comédie musicale Mozart Opéra Rock, donc c'est plutôt stylé parce que c'est quand même une grosse comédie musicale qui a cartonné. Par contre, je savais pas du tout qu'il était dedans. Je savais pour Florent Mott, Michelangelo je sais pas quoi, ou encore Mélissa Marx, mais lui je ne savais pas qu'il était dedans. Donc très bien. Ensuite, en 2012, il intègre l'attraction touristique Le Manoir de Paris. C'est une grosse attraction, on est dans un manoir, il y a plein de gens qui nous font peur, etc. J'y suis jamais allé, je pense que je ferai 3 crises cardiaques. Moi j'ai entendu parler de cette attraction grâce à Bilal Hassani. Et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai découvert l'existence de Bilal Hassani. Il était allé dans le Manoir de Paris avec ses oreillettes et il chantait ses chansons et tout, machin. Et en même temps on lui faisait peur, c'était une vidéo très iconique, très rigolote. D'ailleurs je la mettrai peut-être en description si je la retrouve, mais c'est comme ça que j'ai connu le Manoir de Paris. Il travaillait là-dedans en 2012, donc pourquoi pas. Puis ensuite il tourne dans la série Plus belle la vie. C'est vrai que c'est une série qui est ultra populaire, elle va revenir d'ailleurs, elle avait été annulée il y a quelques mois ou quelques années, et là elle va revenir sur TF1 je crois d'ailleurs. Bon en tout cas il a tourné dans ça, donc plutôt sympa, toujours là, toujours des rôles, toujours des contrats. Il enchaîne ensuite avec la comédie musicale Mistinguett, Reine des années folles, et ainsi que Le Rouge et le Noir. Donc on sent qu'il est quand même dans l'univers de la comédie musicale, donc dans de l'acting, de l'acteur, etc. C'est clairement fait pour lui, il retourne pas dans la vie classique, dans un métier un peu plus commun on va dire. En 2017 il retourne dans Plus belle la vie, sûrement pour le même rôle, hein. Je ne suis pas Plus belle la vie, hein. Je connais vite fait quelques acteurs de nom genre Laetitia Milhaud, parce qu'ils ont fait autre chose que Plus belle la vie, mais je ne sais pas ce qu'ils faisaient dedans. Je sais qu'il y avait Marion Gamme aussi de Scène de ménage. RIP Marion Gamme. Et il ouvre également une chaîne YouTube qui s'appelle Le Libraire des Ombres, qui parle surtout de livres, je pense, d'horreur, en tout cas de livres assez sombres. Et la chaîne n'est plus disponible parce que j'ai trouvé le Facebook de Libraire des Ombres avec les liens des vidéos et je clique et la chaîne n'existe plus. C'est un peu dommage parce que je pense que les gens aimaient bien, il y avait quand même pas mal de retours. Et il tourne ensuite la série Influence sur NRJ12 en 2021, mais la série ne rencontre pas le succès. Un peu dommage. Il tourne également aussi dans un film indien pour Disney Plus Hotstar, donc super sympa, qui s'appelle Shida. Et ben écoute Patrice, vraiment, tu te diversifies, ça fait plaisir. Il crée ensuite un groupe avec Lucie Bernardoni. Alors Lucie Bernardoni, c'est une candidate de la Star Academy 4 qui était en finale face à Grégory Le Marchal. Et c'est aussi sa femme dans la vie. Voilà, Patrice McDav et Lucie Bernardoni sont ensemble, ils sont mariés, etc. Et le groupe se nomme We Are Avalon avec un premier single, Les Derniers Amants de la Terre. Et apparemment, il y a un album en préparation. J'ai trouvé ça sur Spotify. Donc plutôt cool, Patrice a quand même bien rebondi alors que c'était pas forcément le plus grand chanteur de sa promo, mais tant mieux. Je l'ai trouvé sur Instagram, sur Facebook, etc. Donc je vous mettrai tous les liens dans la description, mais en tout cas Patrice McDaff a plutôt bien vieilli, plutôt bien rebondi et a une carrière plutôt sympathique avec plein de rôles et d'univers différents, donc c'est plutôt cool pour lui. Chapeau Patrice. Ensuite, l'autre candidat éliminé en demi-finale face à Mario, c'était Jean-Pascal. Jean-Pascal Lacoste qu'on ne présente plus, c'est une des stars de la Star Academy. Si vous avez suivi la dernière Star Academy l'année dernière, il est venu en guest. Donc il est très très connu, il a quand même une carrière assez incroyable vu le niveau artistique qu'il avait dans le château. Mais c'est pour ses coups de gueule, sa personnalité et surtout son
petit couple avec Jennifer qu'il a été remarqué. Il était très très aimé par le public, mais pas forcément par les artistes, puisqu'effectivement, pendant son passage dans l'émission, il n'a eu aucun duo avec un artiste, puisqu'aucun artiste voulait chanter avec lui. Il a juste chanté quelques chansons tout seul, dont la chanson Brigitte Bardot, qui l'a rendu culte à mort dans cette saison. Et donc après la sortie du château, alors que moi je le voyais clairement en finale face à Jennifer, mais les gens ont été un peu plus justes musicalement, parce que c'est vrai que Mario avait un niveau quand même, je pense que c'était le meilleur des garçons avec Jalil. Donc effectivement, il n'a pas fait la finale, mais il a fait la tournée et il a sorti son premier single qui s'appelle L'Agitateur. Je suis un agitateur, un provocateur, qui a cartonné. Il y a eu plus de 600 000 exemplaires vendus et à l'époque j'étais au collège. Tout le monde écoutait, j'avais même honte pour certains de mes camarades parce que c'était quand même une chanson un peu con. Il enchaîne avec les singles Rue de la Liberté et La chanson con. Je pense qu'il est clairement conscient de son niveau musical. C'est La chanson con, Chante à tue-tête, etc. Elle avait quand même pas mal marché. Il sort son premier album qui s'appelle Qui es-tu ? 35 000 albums vendus. Pas ouf quand même pour l'époque, à l'époque où les albums s'achetaient beaucoup. Il fait quand même une tournée et passe même à l'Olympia. Ça c'est assez incroyable que Jean-Pascal Lacoste ait fait l'Olympia. Et c'est complet en plus, complet l'Olympia. Les gens étaient hystériques. Ensuite il sort son deuxième album qui s'appelle Plein Sud, et là c'est un échec commercial. Il vend 8000 albums, c'est vraiment pas terrible pour l'époque. Mais il sait rebondir, je pense qu'il a compris que la musique c'était pas forcément fait pour lui. Il devient chroniqueur dans l'émission Incroyable mais vrai, je me rappelle de cette émission avec Sophie Favier et Bruno Robles, il me semble. Et il fait beaucoup d'apparitions diverses dans plein d'émissions de télé, les enfants de la télé, etc. Il fait énormément d'apparitions, je me rappelle qu'on le voyait beaucoup à la télé. Il devient également animateur, il présente des émissions comme Big Buzz, 12 Cœurs ou encore Energy Poker, le duel. Alors j'ai regardé aucune émission qu'il a présentée, à part peut-être 12 Cœurs, j'ai dû tomber dessus à l'époque quand j'étais au collège ou au lycée. Mais c'est surtout dans l'acting qu'il perce, qu'il devient acteur en 2003 dans la série Bleu de l'Océan, et surtout dans la série Section de recherche, d'ailleurs qui a été tournée à Bordeaux, représente, qui va beaucoup l'occuper de 2006 à 2013, donc vraiment ça va durer longtemps pour lui, donc c'est top. Il apparaît également dans la série Père et Mère en 2009 et dans Camping Paradis en 2013, donc toujours des petites apparitions à droite à gauche. Ensuite il est candidat dans l'émission Splash, le grand plongeon. Alors là c'était une émission complètement débile, où en gros c'était des célébrités qui plongeaient, qui faisaient des grands sauts, etc. On avait notamment GG de Koh Lanta dedans. Super, GG, je pense qu'on ne le reverra plus d'ailleurs. Et il ne va pas en finale, le pauvre Jean-Pascal. Je pense que c'était un jury qui votait, pas forcément un public. Parce que si c'était le public, je pense qu'il irait hyper loin. Il était quand même assez aimé du public, Jean-Pascal. Il a fait aussi récemment une apparition dans l'émission, alors je sais plus comment ça s'appelait. En fait, il recevait un colis avec un objet. L'objet était un peu chelou et il devait estimer le prix de ce que c'était. Deviner ce que c'était et estimer le prix. Et dedans, il y avait Waldorf, je sais plus son prénom, qui est dans l'émission Relooking sur M6. Il avait fait ça aussi. En 2016, il n'est plus du tout en contrat avec TF1 pour n'importe quelle émission, pour série ou musique, rien du tout. Donc il se lance dans la restauration avec l'exploitation d'une guinguette de la mairie de Saint-Jean-de-Luz, mais c'est pas rentable, du coup il arrête et il devient serveur. Donc un peu surpris que Jean-Pascal devienne serveur en 2016. Voilà, c'est quand même Jean-Pascal Lacoste, il aurait pu faire d'autres émissions. Je crois qu'il a jamais fait Danse avec les stars ou Masked Singer, c'est un peu surprenant, je pense qu'il pourrait les faire. Pourrait prendre un gros cachet. J'avais lu dans une interview ou sur internet ou dans un magazine, non je pense que c'est sur internet, où il disait que maintenant il acceptait un peu tout et n'importe quoi, que maintenant il avait juste envie de s'amuser. Il a bien raison, si je pouvais faire ça aussi, accepter n'importe quelle émission pour m'amuser, ça serait cool. Il devient quand même chroniqueur le temps d'une saison dans Touche pas à mon poste. C'est vrai qu'on l'a vu pas mal dans l'émission de Cyril Hanouna. Et en 2022, il a été question qu'il soit intervenant dans la nouvelle Star Academy, celle de l'année dernière, carrément prof ou on ne sait pas. Mais en fait il fera juste une apparition de guest. Bon, c'est un peu dommage parce que même si je l'apprécie pas forcément de ouf, c'est vrai qu'il aurait amené du public et je pense qu'il aurait été plutôt rigolo, il aurait été peut-être dans des clashs, ça aurait été sympathique. Donc voilà, donc Jean-Pascal quand même a très bien rebondi après la Star Academy alors qu'il n'avait pas forcément un talent incroyable, il a su rebondir, il a su mettre ses qualités en avant et faire des choses assez intéressantes. Je vous mets bien sûr ses réseaux sociaux dans la description. Il est quand même assez... On sait également qu'il est en couple avec la sœur, il me semble, de Sylvie Tellier, l'ex-Miss France qui a été à la tête de Miss France pendant des années. Et d'ailleurs, je crois qu'ils s'entendent pas très bien. Sylvie Tellier et lui, je crois que c'est pas une grande histoire d'amour. Ça, c'était le côté people de Jean-Pascal. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même une belle carrière derrière la Star Academy, étant donné que c'était quand même l'un des moins bons de sa promo. Donc chapeau à toi Jean-Pascal, vraiment chapeau. Et ensuite, on arrive au finaliste Mario, qui avait beaucoup de qualités quand même, qui déjà je trouvais plutôt charmant, surtout les cheveux courts, et qui pouvait séduire énormément la gente féminine et pas que. Et effectivement, ça l'a amené jusqu'en finale face à Jennifer, mais c'est surtout sa voix
qui a fait qu'il soit allé jusque-là, parce qu'il n'a jamais été nominé, un peu comme Karine, Olivia ou Jennifer, jamais aucune nomination. Il était bon danse, bon chant, il avait énormément de présence. Voilà, moi c'est vrai que quand il avait les cheveux longs, je n'aimais pas du tout, et dès qu'une fois qu'il s'est coupé les cheveux, je me suis dit, ah, finalement. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, il avait quand même beaucoup de talent. Même avant la Star Academy, il avait sorti 2 singles sous le nom de Ricky Florian. Dead. Alors c'est vrai que on dit Mario l'Italien, mais Mario a des origines italiennes, il s'appelle quand même Mario Baravecchia, mais de base il est belge, il vient de Belgique. Et c'est vrai que le pauvre Mario, pendant toute la Star Academy, on l'a fait chanter qu'avec des Italiens, Zucchero et compagnie, et il chantait jamais des chansons autres que italiennes. Alors si, il a chanté d'autres chansons que des chansons italiennes, mais c'est vrai qu'il était cantonné à ça, le pauvre, c'était un peu dur pour lui je pense. Mais en tout cas, après la Star Academy, quand il a perdu face à Jennifer, ce qui était, voilà, sans surprise, même s'il y a eu un 40-60, c'était pas 70-30 ou le 85 de Grégory Marshall. C'était quand même assez évident que Jennifer l'emporte, donc Mario, c'est terminé pour lui. Il a quand même fait la tournée, faut pas déconner, c'est le finaliste. Il y a un duo avec Jennifer sur le premier album de Jennifer, donc ça veut dire que clairement, elle l'avait pas oublié. Bon, apparemment, elle l'a un peu oublié après parce qu'elle lui avait promis de lui acheter une Ferrari. Où est la Ferrari, Jennifer? Il sort son premier album qui s'appelle Mario Baravecchia et avec 4 singles. Alors c'est vrai qu'à l'époque j'en avais entendu parler, mais j'ai pas le souvenir que ça avait cartonné malheureusement. En 2006, il quitte Universal pour rejoindre le label Pop Music. Il participe à la comédie musicale Salut Joe avec Karine, Houssine, Anne-Laure et compagnie, comme je vous parlais tout à l'heure quand je parlais de Karine. En 2009, il revient, il sort un deuxième album qui s'appelle Intimo, un album jazzy qui rend hommage à l'Italie. Bon, lui qui voulait pas trop qu'on continue en Italie, ben là il y retourne. Et il y a même Salvatore Adamo qui participe à l'album. Alors Salvatore Adamo, pour ceux qui savent pas, c'est celui qui chante Laisse tes mains sur mes hanches, ça avait cartonné, il a eu une très très belle carrière ce monsieur. Et il avait même fait un duo avec Olivia Arius qui s'appelle Ce Georges, voilà, pour toutes les infos musicales. Ensuite, il préfère mettre une pause à sa carrière musicale. Je pense que bon, ben, ça avait pas explosé, du coup il a bien compris que ça servait à rien d'insister. Il devient patron de presse. Sympa, en créant Welcome Magazine. Il organise également le Côte d'Or Festival Song qui met en lumière les compositeurs, auteurs et interprètes. Donc on sent vraiment que quand même il reste dans l'univers artistique, dans l'univers de la musique. En 2020, il revient en annonçant qu'il demande la nationalité française afin de se présenter aux élections municipales à Beaune. D'accord, c'est vrai qu'on l'attendait pas forcément là-dedans, dans la politique, mais pourquoi pas. Et il se présente sous l'étiquette Agir. Très bien. Malheureusement pour lui, la carrière politique, ça ne fonctionne pas puisqu'il est dernier. Effectivement, il arrive en dernière position avec 4,74% des voix, ce qui n'est pas ouf. En 2021, il décide de devenir agent immobilier dans une structure qu'il a créée. Donc vraiment, c'est un touche-à-tout, ça on peut pas lui enlever. Il sait chanter, il sait danser, il produit des festivals, il est patron de presse, il se lance à la politique, il a la tête d'une agence immobilière, enfin franchement, il est très très colère. En 2022, il est appelé par Frédéric François. Frédéric François, c'est un vieux chanteur qui a cartonné dans les années 70-80. Et il participe donc à l'album de Frédéric François, Les Duos, sur le titre Les Italo-Américains. Bon. Toujours un peu dans l'Italie. En 2023, il revient à la télévision belge puisqu'il participe à la 2e saison des Traîtres, version belge, où on retrouve notamment Ravière de Koh Lanta, qu'on connaît très très bien. Et il sort également un livre, d'ailleurs elle n'est pas encore sortie, ou alors il va sortir. Il sort un livre qui s'appelle Mon père, ma bataille, avec une préface de Nikos Aliagas. Donc ça veut dire que Nikos ne l'a pas oublié, c'est plutôt cool. J'ai appris aussi que sa compagne actuelle s'appelle Jessica, étant donné qu'il est sorti avec Jessica Marquez dans la Star Academy, j'ai trouvé ça assez rigolo pour me notifier. Il est présent sur les réseaux sociaux, donc je vous les mets dans la description, mais en tout cas Mario, même s'il a connu quelques échecs musicaux, il a quand même su rebondir, il a très très bien vieilli parce que j'ai vu la saison 2 des Traîtres version belge, et je me suis fait la réflexion comme quoi il avait bien vieilli, donc vraiment chapeau à lui. Malgré tout, malgré le fait qu'il n'ait pas eu le succès d'Olivia Arius ou de Jennifer, il a su rebondir et ça reste quand même un artiste très talentueux. Et pour terminer, la gagnante Jennifer, effectivement, jamais nominée, elle allait jusqu'au bout de l'aventure, elle a remporté la saison face à Mario. C'était pas une grosse surprise, déjà vocalement elle tenait la route, c'était pas la meilleure. Pour moi, Olivia, Jessica et Karine avaient des meilleures voix qu'elle. Je persiste et je signe, c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé à mon entourage, etc. Je pense que si Jennifer avait gagné la Star Academy 5 ou 6, elle n'aurait pas eu la carrière qu'elle a eu aujourd'hui. Elle a eu la chance de faire la première Star Academy. Parce que je trouve que dans le château, elle avait pas une personnalité incroyable, elle était juste toute mignonne, un peu rigolote, et en plus elle sortait avec Jean-Pascal qui était la star de la saison, donc je pense que ça a aidé, malgré tout, à ce qu'elle l'emporte et qu'elle ait une belle carrière, mais quand même, après la Star Academy, truc de fou, elle a fait la tournée comme tout le monde, mais après sa carrière solo a été incroyable. On va pas tout refaire, on la présente plus, vous le savez, elle a sorti 9 albums. Une trentaine de singles à succès, vraiment, on les cite même plus. Ma Révolution, J'attends l'amour, Tout soleil, Les mots qui résonnent, Donne-moi le temps, Tourner ma page, etc. Ça a été un succès colossal pendant des années. Elle a fait 8 tournées à travers la France.
Elle a fait 2 films au cinéma, Les Francis et Faut pas lui dire, qui ont été quand même de petits succès. 6 doublages au cinéma, ça je savais pas qu'elle a fait autant de doublages, dont Tous en scène ou Maille à l'abeille. Elle a fait 2 téléfilms, une série, elle a fait du théâtre également, ça je savais même pas qu'elle a fait du théâtre. Elle a fait notamment le monologue du vagin. Elle a été jurée pendant des années dans The Voice, pendant 6 saisons et 7 saisons de The Voice Kids. Elle va être bientôt jurée dans une émission qui s'appelle Dream Team, la relève des stars, aux côtés de M. Pokora, Lara Fabian et Camille Lelouch, rien que ça, où c'est un talent show destiné aux 8-14 ans. Bon, moi j'avoue, les talent shows avec les enfants, vraiment pas mon truc. Elle a participé aux Enfoirés pendant 20 ans, elle est active dans de nombreuses associations, dont le Refuge ou UNICEF. Ça a été une des stars de la presse à People pendant des années, que ce soit ses relations avec Maxime Nucci, alias Yodelis, ou avec Thierry Neuvy. Là, elle est avec un Corse, je sais même plus qui c'est, mais en tout cas, elle a eu des enfants, machin. Ça a été énormément médiatisé, même elle a porté plainte de nombreuses fois. Elle a eu pas mal de procès avec la presse à scandale. Mais c'est vrai que voilà, franchement, on ne la présente plus, elle a une carrière incroyable. Des chanteuses de sa génération qui ont une carrière aussi folle, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai que ça s'est un peu atténué avec le temps. C'est vrai que maintenant, ces singles, c'est rarement des succès de malade, mais ça reste quand même des petits succès. Elle a réussi à bien s'entourer. Elle a fait un duo, par exemple, avec Simone qui a très bien marché. Donc moi, franchement, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, moi, c'est pas forcément une chanteuse que j'aime beaucoup. De sa génération, j'ai plus tendance à aimer Alizée, qui a, par exemple, eu une carrière musicale plus intéressante. Surtout quand elle a fait des albums électro avec le chanteur de Taxi Girl. Mais quand même si ça s'est estompé le succès et que maintenant elle fait beaucoup d'émissions, elle est quand même hyper présente. Elle a quand même une carrière de folie. On la présente plus, Jennifer, ça reste une des plus grandes chanteuses françaises de sa génération. Toutes les nanas qui étaient autour d'elle à ce moment-là ont un peu disparu, que ce soit Nadia, que ce soit Sheriff Hanouna, que ce soit Hélène Ségara, que ce soit Alizée, Laurie, Priscilla. Elles font quand même des émissions, des machins, mais rien de foufou. Je crois qu'à part Amel Bent, c'est les 2 seuls de la génération 2000 qui ont vraiment continué dans la musique française. On a Vita, mais c'est vrai que bon, Vita et Slimane, merci. Mais même par exemple Hélène Ségara qui arrivait bien avant elle et qui a eu des succès colossaux, bah maintenant elle est dans le jury de la France Incroyable Talent et puis voilà, c'est tout quoi. Donc vraiment Jennifer, un enchaînement de succès, une carrière hyper bien menée. Bon ben je pense qu'elle avait toute une équipe vénère autour d'elle. Ça reste quand même une artiste assez incroyable. Moi, clairement, je ne suis pas du tout fan. Après, vous me foutez au soleil en soirée avec un coup dans le nez, peut-être que je vais danser toute la night. Mais je trouve que c'est quand même une artiste qui a su tenir de toute la Star Academy. À part Nolwenn Leroy et un petit peu Élodie Frégé, c'est la seule qui a réussi à tenir aussi longtemps et avec un succès aussi énorme. Enfin, Jennifer, tout le monde connaît, ma grand-mère, elle connaît Jennifer. Hein. Donc vraiment bravo à elle. Après, le fait d'avoir gagné la première Star Academy, je pense que ça aide, hein, clairement. Parce que c'est vrai que bon, par exemple, la pauvre Magali Vaé ou le pauvre Cyril Sinélu, un peu difficile de gagner des saisons qui n'ont pas connu le même succès que la première. Mais vraiment chapeau à elle. Ça, je peux pas lui dire, bravo Jennifer. Tu restes quand même une artiste qui a marqué toute une génération. Et voilà, c'est terminé. Je vous ai enfin dévoilé ce qu'étaient devenus tous les candidats de la Star Academy saison 1. Tout leur parcours, ce qu'ils ont fait, leurs projets, etc. Tout leur parcours de Star Academy à aujourd'hui, pas pour tous. C'est vrai que par exemple, Jalil, je suis un peu dégoûté de ne pas avoir plus d'infos. Je vais peut-être lui écrire pour savoir. En tout cas, voilà, j'espère que vous êtes contents de la vidéo, que vous êtes contents de savoir ce qu'ils étaient tous devenus. Alors, c'est une vidéo plus destinée à l'ancienne génération, mais quand même, voilà, il fallait que je dise un petit peu ce qu'ils étaient devenus. Moi, ça m'intéresse. Moi, j'adore les parcours de vie des gens après ce genre d'émission, surtout 20 ans après. Donc, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que c'était pas trop long. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, il y a plusieurs posts, donc on n'hésite pas à s'y perdre. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis également sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc n'hésite pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.